On va revenir sur toutes ces questions, justement sur pièce, et peut-être en commençant par passer 2 extraits d'interventions télévisées de Thomas Porcher. Alors, le premier, c'était en pleine campagne présidentielle, lors du premier grand meeting d'Emmanuel Macron. Vous avez été invité à débattre de son programme et vous avez été très vite pris à partie par le journaliste de l'Express, Alexis Lacroix. Il est précisément directeur délégué de la rédaction. On regarde un petit extrait. C'est très simple de dire oui, je baisse la dépense publique et de l'autre côté, j'augmente l'investissement public. Bah alors, qu'est-ce qu'on sacrifie au milieu? Qu'ils nous le disent. Il dit que tout, dans le livre, il le dit, je l'ai lu le livre, il dit que tout doit être laissé au marché sauf la défense. La défense, donc, c'est la seule chose qu'on va écarter du marché. Donc, le reste, il va devoir sacrifier des choses. C'est faux, ça, M. Porcher. Est-ce que ça va être les 22 000 postes? Est-ce qu'on a une monnaie? Thomas Porcher, est-ce qu'il dit ça? Là, lisez le livre. On l'a lu. On l'a lu. Vous le caricaturez à des fins idéologiques. Visiblement, vous le défendez beaucoup. Parce que vous êtes, Thomas Porcher, un des représentants de cette gauche sectaire. Absolument pas. Qui s'accroche à des dogmes néo-dirigistes aujourd'hui défunts. Et évidemment, Macron, il a, à votre point de vue, le grand tort. Vous parlez à ma place. Écoutez, vous venez de le dire. Il a le grand tort de contredire ces dogmes et de rêver de donner la main à des gens de la droite libérale. Olivier Roucan. Pour vous, c'est un crime affreux et c'est une raison suffisante pour ne plus parler de Olivier Roucan. Olivier Roucan. On l'a compris. Olivier Roucan. À ma place, c'est moi. Alors ça c'est intéressant parce qu'on est exactement dans ce que disait Mathilde, c'est-à-dire la délégitimation. Il tente de vous délégitimer par votre militantisme et par vos opinions politiques. Alors quand il fait ça, Mathilde disait tout à l'heure, c'est chiant. Vous êtes d'accord ou est-ce que vous trouvez ça finalement légitime et est-ce que c'est une arme que vous-même pourriez utiliser contre un contradicteur? Ça se passe pas tout le temps comme ça, hein, déjà. Là, c'est vraiment un cas, ça se passe pas tout le temps comme ça. Et puis, ça fait partie un peu du jeu, les clashs comme ça. Enfin, moi, ça m'a pas fait du mal. Sur cette stratégie de délégitimation mais vous êtes un militant, vous êtes de la gauche. Elle existe depuis toujours. Elle existe depuis toujours. Hein. Même les économistes libéraux ont toujours voulu que le terme d'économiste soit seulement pour eux et pas pour les autres. Maintenant, encore une fois, il dit que je suis un militant, très bien. Moi, j'ai un doctorat d'économie. Alors, chaque fois, je le rappelle, ça fait rire tout le monde maintenant, mais c'est quand même un doctorat, c'est 8 ans d'études. J'ai des publications CNRS qui sont validées par des comités de lecture dans des revues anglo-saxonnes. Donc, aux États-Unis, ils me connaissent pas. Hein. Enfin, vous voyez, donc, voilà. Donc, ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Mais maintenant, il y a même des gens qui osent dire que Piketty est un militant. Alors, faut pas exagérer quand même. Piketty, il publie dans l'American Economic Review. Non, mais c'est vrai. Piketty a pris des engagements politiques. Mais il a eu des engagements Eli Cohen militants. aussi. Eli Cohen, il a soutenu Macron. Philippe Aguillon, il a soutenu Macron. Ce sont aussi des militants. Voilà, sauf qu'on leur rappelle pas. Alors, les conditions sont celles-là. Et il l'a bien expliqué, Frédéric Lord, dont les conditions sont celles-là. C'est dès qu'on vous parle, on vous dit que vous êtes un militant, c'est que vous devez être en contre-attaque sur des choses qui ont été dites depuis 30 ans en boucle. Et donc finalement, vous arrivez comme si vous disiez quelque chose qui était complètement fou, que vous êtes amoureux de votre sœur. Là, les gens vous regardent, vous cassez clairement l'ambiance sur un plateau souvent. Mais en même temps, voilà, le but, moi, je suis pas là pour le but, c'est le spectateur, le téléspectateur qui arrive à voir que finalement, on peut penser autre chose, que si cette personne qui pense autre chose est présente sur un plateau mainstream, c'est que cette pensée est autorisée, et qu'on peut être jeune et penser autre chose, et qu'on peut être maître de conférence et historienne très sympathique et penser autre chose. Et moi, je pense que les gens ont besoin de référents comme ça aujourd'hui. Et quand on voit finalement les économistes atterrir, mais c'est vrai, quand on voit les économistes atterrir sur des plateaux, on se rend compte que ce sont des gens très bons, qui ont une autre pensée, c'est très difficile de débattre avec eux. Alors, est-ce que la maître de conf super sympa a tort de pas aller... Non, mais le truc aussi, c'est que moi, souvent, ce que je réponds dans ces cas-là, c'est que de toute façon, les sciences humaines, elles sont politiques, point barre, quoi. Donc, il n'y a pas militant. En plus, militant, c'est toujours reproché à ceux qui sont à gauche. Non, ce que disait Porcher. Mais voilà, l'économie et l'histoire libérale, voilà, elle est politique. On est toujours politiquement situé, qu'on fasse de la socio, de la géo, de l'histoire. Et ça, il faut... Alors non, mais vous voyez, tout à l'heure, vous disiez, c'est chiant qu'on me reproche ça. Mais en même temps, si jamais on vous reproche ça un jour sur un plateau, vous pouvez toujours répondre ce que vous venez de répondre là. Mais bien sûr. Voilà. Non, mais en évidemment, fait, ça prendra du temps, évidemment. Il y a une question qu'on se pose souvent et auquel je pense qu'il n'y a pas la réponse et qui explique que certains le font et d'autres pas. Est-ce que d'être effectivement sur un plateau pour dire une autre voix, sachant que ce qui est super dominant, c'est quand même pour l'histoire libérale, pour l'économie. Est-ce que d'être cette petite voix, est-ce que vraiment on fait changer la vie de personnes? Ou est-ce qu'on ne parle qu'à ceux qui de toute façon étaient déjà convaincus? Quand on se dit finalement... Si vous étiez sur un plateau, cas de figure, avec Stéphane Bern, mais je sais pas. Vous parleriez aux fans de Stéphane Bern, déjà. Oui, mais est-ce que ça les ferait changer d'avis? Est-ce que ce que ça impliquerait, après, humainement... En tout cas, ils vous entendraient. Je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent que l'histoire, c'est Stéphane Bern. L'histoire, c'est l'histoire que raconte Stéphane Bern, l'histoire des rois, des princes et des châteaux, qui savent même pas qu'une autre histoire existe. En tout cas, ces gens-là entendraient qu'une autre histoire existe. Je suis pas en train de plaider pour. Voilà. Mais c'est une configuration
que je n'ai pas spécialement envie de vivre parce que ça serait, ou ce serait tendu, ou ce serait faussement sympathique. Puis voilà, Non mais je comprends, j'arrive à comprendre. Mais après, voilà, après Merci. Non mais on ne connaît pas le résultat en fait. C'est vrai, parce que peut-être que ça n'a aucune influence parce qu'on parle qu'à des convaincus. Mais en même temps, quand même, moi je trouve que c'est bien de... Enfin, quelque part, on touche des gens, comme vous l'avez dit, on touche des gens qui n'auraient peut-être pas connu... Moi, de Laurence Decoq, je l'ai vu face à François Fillon, c'était un moment de télé exceptionnel. Quand elle lui a rappelé que nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois, etc. Vous vous souvenez de... Ah oui. Et ben voilà. Voilà, quand j'ai vu ça, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Pas grand-chose en réalité. C'était implacable. Donc il y avait un grand moment de télé devant des millions de téléspectateurs. On voit bien qu'il n'y a pas de réponse évidente. Il n'y a pas de réponse évidente à la question. Deuxième extrait, Lina. Oui, alors on l'a dit, vous êtes un habitué des plateaux TV, donc forcément vous avez croisé d'autres habitués avec qui vous avez croisé le fer. Et là, c'est avec Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de l'IFRAP, c'est-à-dire la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Il s'agit d'un think tank ultralibéral, enregistré comme lobby au Parlement. Et on va voir dans cet extrait avec cette autre bonne cliente des médias, c'était sur BFM TV au sujet de la suppression de l'ISF. On a vu ces dernières années beaucoup de Français partir en Belgique, partir en Suisse, partir au Royaume-Uni pour des raisons fiscales, partir même au Portugal, même pour certains qui ne sont pas des super riches. Donc se poser la question aussi de pourquoi est-ce que certains contribuables quittent la France. Les départs, ils sont estimés grosso modo à 800 personnes par an. 800 personnes qui quittent la France et qui payent l'ISF sur 350 000 qui le payent. Et il y en a 300 qui reviennent par an. Donc en net, vous avez 500 personnes grosso modo qui quittent la France pour aller ailleurs et qui payent l'ISF. Donc ça fait grosso modo 0,2% des contribuables de l'ISF qui partent seulement. 0,2%. Cette perte a été chiffrée en termes de rentrée fiscale. Elle est équivalente sur 10 ans, grosso modo, à 170 millions d'euros de pertes par an. Et pour cette raison-là, pour la raison que l'on dit que les riches fuient parce qu'ils ne veulent pas payer l'ISF, on va réformer l'ISF et perdre 4 milliards sur l'ISF parce que l'on perd 170 millions seulement par an, parce qu'il y a seulement 500 personnes qui partent sur 350 000 personnes qui payent l'ISF. Qu'est-ce que c'est que cet argument? Le choix qui se fait, c'est le choix aussi de l'investissement en France et de l'attractivité de l'investissement en France. Donc dire qu'il n'y a pas de fuite, qu'il n'y aurait pas de milliards d'euros qui auraient quitté la France pour des raisons fiscales, que ça n'a pas imputé les recettes fiscales, ce sont de faux arguments. Parce qu'on a aussi perdu des emplois à cause de ça. Et alors ça, on ne sait pas exactement chiffrer combien d'emplois, mais c'est certainement des dizaines de milliers d'emplois par an qui ont été détruits à cause de cette fiscalité du capital que nous avons. Sur les 500 personnes qui partent chaque année et qui payent l'ISF, vous savez quel âge ils ont en moyenne? 57 ans. Donc on est loin de l'image du start-upper qui part pour investir. Ce sont des gens qui sont proches de la retraite, qui partent ailleurs pour profiter de leur argent probablement. Mais ce n'est pas des gens qui quittent et qui vont investir et prendre des risques ailleurs. 57 ans, c'est l'âge moyen. Et encore une fois, c'est des chiffres qui viennent du ministère des Finances. À 57 ans, on peut encore prendre des risques. Oui, on peut prendre des risques. Attention, il n'y a pas un âge où on n'a plus le droit d'investir dans l'économie, de créer des emplois. Il y a de très grands entrepreneurs qui ont créé des emplois à des âges beaucoup plus avancés. Alors, cet extrait, il est vraiment passionnant à plusieurs titres. D'abord, nous a-t-il semblé dans l'équipe, pendant qu'on était en train de monter l'extrait, il est évident que dans l'échange, vous avez le dessus. Mais est-ce que vous avez analysé pourquoi vous avez le dessus, selon vous? Parce que j'ai des chiffres, j'ai du chiffrage. Voilà. Parce que vous l'ensevelissez sous les chiffres. Oui. Et quand on écoute bien sa réponse, à un moment, elle dit on ne sait pas exactement quel chiffre, etc. Donc, elle perd la bataille de chiffres. Oui. Est-ce que vous aviez préparé l'entretien de cette façon-là, en se disant je vais la voir avec les chiffres? Non, mais j'avais préparé. Enfin, moi, j'avais étudié cette question de l'ISF avec les économistes atterrés. On l'avait étudié. On avait des chiffres. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai halluciné. Je me suis dit 0,1% qui quittent et on nous dit que c'est l'hécatombe, que tout le monde part. Non, mais je veux dire, suite à cet entretien, il y a même des gens comme Guillaume Durand sur Twitter qui ont dit non, c'est faux. Il y a plein de gens qui sont partout. Je le sais. Alors peut-être ses amis sont partout, mais non, les chiffres sont là. Quand quelqu'un veut plus payer l'ISF, il l'annonce qu'il veut plus payer l'ISF et il part. Et il y en a très peu. Et chaque année, il y a de plus en plus de gens qui payent l'ISF avec l'augmentation de l'immobilier. Donc c'était faux. Donc j'ai préparé ça. Et puis voilà, je savais que j'allais gagner parce que encore une fois, je me disais, nos arguments à nous sont des arguments imparables. Elle fait que répéter la doxa. Et puis là, quand on a des chiffres, elle essaie de se démêler comme elle peut. C'est son boulot. Mais voilà, je pense que quelqu'un qui regarde ça, il se rend compte que... Et d'ailleurs, la vidéo a beaucoup marché. Alors peut-être que ça a marché que dans les réseaux militants. Mais c'était quand même difficile comment peut-on parer ces chiffres? Enfin, je veux dire, il n'y a rien. Voilà. Donc c'est ça, là, et c'était une heure de grande écoute, c'est le grand débat du soir de BFM TV, donc je pense que quelque part ça a une utilité. Alors la réforme est quand même passée, donc au final
Oui, alors voilà, efficacité de tout ça, on ne sait pas, comme disait Mathilde, mais en même temps. Mais bon, Macron est aujourd'hui quand même considéré comme le président des riches, et je pense que... Vous y avez un peu contribué. J'espère. En tout cas, j'espère, oui. Alors, en même temps, tout à l'heure, c'est intéressant parce que Mathilde parlait du ton de l'échange qui peut s'instaurer entre des contradicteurs. Elle disait, de toute façon, soit c'est tendu, soit c'est faussement sympa, et les deux sont gonflants. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'échange se conclut par une espèce de badinage sympa autour de, à 57 ans, est-ce qu'on est fini ou pas. Donc, au total, l'effet d'image qui reste, c'est quand même une certaine complicité entre vous deux. Alors, Agnès Verdier-Moulinier, on a débattu des dizaines de fois. Donc, quand on se voit, on se dit bonjour, etc. J'irai pas au resto avec elle, enfin, je sais pas. Mais il y a quand même comme des adversaires d'un combat de boxe ou d'un match de foot, il y a quand même, il y a un fair play. Il y a un fair play. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il peut y avoir un respect? Parce qu'en même temps, dans votre livre, vous expliquez bien qu'elle n'a aucune légitimité comme économiste. Oui, mais c'est vrai. Enfin, mais elle représente l'IFRAP, qui est un think tank, mais elle n'est pas économiste. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez beaucoup de journalistes, notamment de Challenge ou de l'Opinion, Cyril Lachèvre, qui avait écrit un article qui disait que le débat économiste était biaisé, parce qu'il y avait des vrais économistes et des faux économistes. Alors, il m'avait pas cité, mais on savait qui est-ce qui visait, les économistes atterrés plutôt. Voilà, il nous dit ça, puis après, quelques jours après, il fait une interview, il interroge Agnès Verdier-Moulinier. Ça, c'est une vraie économiste ou une fausse économiste? Enfin, vous voyez, selon vous, elle n'est pas économiste, elle représente un think tank, elle n'est pas économiste. Je ne crois pas qu'on l'ait présentée comme... Mais alors du coup, en acceptant de débattre avec elle à de nombreuses reprises, est-ce que vous ne contribuez pas à la légitimer comme économiste? Ah bah non, parce qu'on... si. Non, parce que là, un débat entre économistes, il se fait dans un séminaire de recherche où vous présentez des papiers, et là, il y a d'autres économistes qui débattent. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui veulent faire d'ailleurs que ça. Je pense que Jean Tirole, il est mieux là que dans les médias. Thomas Piketty accepte de faire les deux, Daniel Cohen accepte de faire les deux, mais le débat entre économistes, il est là. Vous présentez un papier ou vous soumettez un papier, vous avez un débat avec d'autres économistes sur des petits points, Mais là, le débat dans la vie publique, c'est un débat, là, on est sur un débat d'idées. Donc, vous théorisez la légitimité d'un débat entre un vrai économiste, vous, et je sais pas comment qualifier Agnès Verdier-Moulinier. Quand je débat avec Dominique Seux, c'est pas un économiste, c'est un journaliste économique, directeur des Échos. Après, il va parler d'économie sur France Inter ou ailleurs, mais ce n'est pas un économiste. Quand je débat avec, si je débat avec Nicolas Dos, c'est pas un économiste non plus, c'est un chroniqueur économique. Voilà. Quand je débat avec Philippe Dessertine, ou quand je débat avec Eli Cohen, ce sont des économistes. Vous pensez que le public le sait? Vous pensez que le public est toujours conscient de qui sont les débatteurs dans ce cas de figure? Non, mais bon, ils savent très bien, en fait, là, dans ce débat-là, ils vont plutôt dire qu'il y a quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite. C'est à peu près ça qu'ils vont se dire. Après, non, je pense ils n'arrivent pas à tout percevoir, ils font pas la différence. C'est embêtant ou pas? Ah oui, c'est embêtant, oui. Je pense que c'est embêtant parce que ça donne... quand vous avez Dominique Seux qui fait sa chronique sur France Inter, on a l'impression qu'il y a une espèce de neutralité. Il n'y a pas une neutralité, il véhicule des idées. Et il avait un débat une fois par semaine avec Benjamin Coria des économistes atterrés, qui pour le coup, lui, est un vrai économiste, c'est un professeur d'université. Donc il avait un débat le matin, c'était beaucoup plus difficile. Donc ils ont retiré son débat. Donc oui, il y a un problème sur l'appellation d'économiste. Mais il faut quand même bien distinguer la recherche où là on débat entre économistes, et vous verrez que sur ce point-là les économistes ne sont pas tous d'accord. Dans un séminaire d'économistes, ils se crient tous dessus, ils sont très nerveux. Je crois volontiers. Non mais voilà, alors qu'on essaie de vous faire croire à l'extérieur qu'il y a des consensus économiques, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui relaient ça, qui sont pas économistes. Non, il n'y a pas de consensus. Allez dans n'importe quel séminaire, les mecs se crient dessus, ils sont très rouges, très nerveux. Et vous allez ensuite à la télévision, et là vous défendez des idées. Voilà. Alors moi je suis économiste. Elle est directrice d'une fondation. Dominique Seux, c'est un journaliste économiste, c'est pas un économiste, et Monsieur Briançon pareil. Donc voilà, et c'est les présentations qui doivent être bien faites. Mais ils défendent des idées. Voilà, on discute des idées. C'est des présentations qui doivent être bien faites, et en même temps elles ne le sont jamais sur les plateaux. Vous êtes bien d'accord? Je pense que les gens veulent ça. Pas tout le temps, parce que maintenant, maintenant quand même de mieux en mieux. Quand même. Ah, vous trouvez? Oui, de mieux en mieux.